Bonjour, aujourd'hui explication on essaye 10 minutes. Vous savez que c'est un petit peu compliqué pour moi. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à tenir 10 minutes. Pour moi, j'ai du mal à ne pas dépasser 10 minutes. Donc, sur le parcours, notre monde vient d'en trouver un autre. Nous avons déjà vu les deux textes de Montaigne, l'extrait des cannibales et l'extrait des coches. Et nous poursuivons la révision du parcours avec le texte de Rousseau, extrait de la seconde partie du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Voilà, donc je tente les 10 minutes. C'est parti. Ce texte est extrait du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, écrit par Rousseau pour répondre à un concours proposé par l'Académie de Dijon en 1753. Et la question posée était quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle. La thèse de Rousseau dans ce livre s'oppose au courant dominant qui pense que la civilisation est un progrès. Pour Rousseau, au contraire, la socialisation entraîne l'apparition des inégalités, comme le montre ce passage situé au début de la deuxième partie du discours. Donc nous allons montrer comment l'auteur développe sa thèse pour montrer que civilisation et socialisation sont à l'origine de l'inégalité parmi les hommes et ne sont donc pas naturelles. Le texte se compose de deux paragraphes. Un premier paragraphe qui est une longue phrase qui retrace le passage de l'état de nature à l'état social, et le deuxième paragraphe qui explique les causes de ce passage de l'état de nature à l'état social, à savoir la métallurgie et l'agriculture. Je vais donc lire le texte. Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique. En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais, dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut. La propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. Donc, dans le premier paragraphe, j'oublie à chaque fois mon diaporama, donc vous voyez que j'ai vu tout ça, qu'on a fait la lecture et qu'on passe à l'explication linéaire. Dans le premier paragraphe, on a tout d'abord la reconstruction d'un passé antérieur à la civilisation qui accumule une série de clichés sur l'image qu'on a des hommes préhistoriques. Donc avec une accumulation de verbes, se contentèrent, se bornèrent qui marque la limite, ces hommes ont gardé une certaine limite, et une accumulation de verbes d'action, coudre, se parer, se peindre, perfectionner, embellir, tailler, avec toute cette imagerie d'Épinal de l'homme préhistorique, les épines, les arêtes, les plumes, les peintures, les arcs, les flèches, donc tout ce qui montre des techniques rustiques, limitées, hein, comme le montrent les verbes se contentèrent, se bornèrent. Donc qui caractérise cette époque lointaine que Jean-Jacques Rousseau
reconstruit et dont il ne prétend pas qu'elle représente la vérité historique. On remarque également l'anaphore tant que, puis repris de façon plus brève en un mot tant que ils ne s'appliquèrent, qui va montrer l'idée finalement que Jean-Jacques Rousseau attache à ses actions. Ces actions sont des ouvrages qu'un seul peut faire. Jean-Jacques Rousseau insiste sur la notion d'indépendance des hommes les uns par rapport aux autres. Donc des ouvrages qu'un seul peut faire, des ouvrages qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains. Et on le voit également à la fin de la phrase, donc commerce indépendant, cette indépendance est finalement la condition du bonheur des hommes. Et ce bonheur est montré dans l'accumulation d'adjectifs libre, sain, bon et heureux qui caractériseraient donc l'homme à l'état de nature. Le mot, le nom douceur est également là comme vocabulaire amélioratif pour montrer le caractère un peu idyllique de cet état de nature. On poursuit cette très longue phrase avec une conjonction de coordination qui marque l'opposition et qui du coup organise cette longue phrase, ce long paragraphe en deux temps. Le premier, donc la description de cet état de nature reconstitué et idyllique, mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre. Donc opposition qui va porter, vous voyez cette fois sur justement le fait qu'il y a un changement dans le fait que les hommes deviennent interdépendants, ils ont besoin du secours d'un autre. Dès qu'on s'aperçut, et là encore on a l'anaphore, c'est un discours très rhétorique avec de nombreuses accumulations et figures d'insistance, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, donc ici il s'agit de l'idée d'accumulation de richesses, qui entraîne comme conséquence l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire. On a donc des propositions très courtes construites en ascendette qui marquent une accumulation de conséquences, et ces conséquences pour Jean-Jacques Rousseau sont négatives. Et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser à la sueur des hommes. La fin de l'égalité est associée à la propriété et au travail, et ce travail n'est pas perçu comme positif, mais au contraire, en référence à la Bible, hein, à la Genèse, il y a cette idée de souffrance pour acquérir, pour se nourrir. Et donc, d'une certaine manière, l'âge idyllique se référerait, renverrait à cet Éden qui est décrit dans la Genèse. Et à partir du moment où on sort de cela, eh bien, c'est la chute et il faut travailler. Et on a des choses très négatives qui apparaissent, comme l'esclavage et la misère, qui sont donc associés à la socialisation, à l'association des hommes entre eux, donc à la civilisation, et avec cette métaphore qui vient clore le paragraphe, germer et croître avec les moissons. Il y a un parallélisme entre finalement le développement de l'agriculture et l'apparition des malheurs de l'humanité, esclavage et misère associés au travail. Et donc dans un deuxième paragraphe, puisqu'il s'agit d'un texte argumentatif, euh, les causes de cette révolution qu'on appellerait nous révolution néolithique sont attribuées à la métallurgie et l'agriculture, repris dans la deuxième phrase par l'or et l'argent. Alors, euh, Jean-Jacques Rousseau se réfère en fait aux philosophes et aux auteurs de l'Antiquité, à Hésiode, à Ovide. Chez les Romains, on pensait qu'il y avait eu aussi une dégradation de la condition de l'existence et cet âge idyllique auquel les hommes n'avaient pas besoin de travailler, c'était l'âge d'or. Et puis petit à petit, il y a eu une dégradation attribuée donc cette fois pour Jean-Jacques Rousseau, puisque lui, il va réfléchir non pas en tant que poète, en tant que mythologue, mais en tant que philosophe, au fer et au blé, qui reprend la métallurgie et l'agriculture. Donc ce sont les deux grands changements liés à la révolution néolithique qui vont amener la civilisation et perdre le genre humain. Et c'est cela qui est un peu paradoxal dans la thèse défendue par Jean-Jacques Rousseau, c'est que cette civilisation n'est pas un bien.
Aussi l'un et l'autre étaient-ils inconnus aux sauvages de l'Amérique, qui pour cela sont toujours demeurés tels. Et donc, il y a une référence, et on voit bien qu'il y a la continuité avec Montaigne, à ces peuples d'Amérique qui ont été découverts et qui ne connaissent pas, comme l'a montré Montaigne, la métallurgie et l'agriculture, avec une distinction un petit peu singulière chez Rousseau entre les barbares et les sauvages ne connaissent aucun de ces arts, alors que les barbares ont pratiqué l'un de ces arts sans l'autre, c'est-à-dire soit la métallurgie, soit l'agriculture. Et donc, comme on est dans un texte argumentatif, Rousseau en arrive à la déduction, on est dans un raisonnement déductif, que l'Europe est plus civilisée que les autres, ce qui ne veut pas dire que Rousseau défend cette idée de la civilisation, mieux polissée, hein, parce que elle possède le plus de fer et de blé. Donc on a dans ce texte une série d'assertions très, comment dire, péremptoires, hein. Rousseau développe la thèse selon laquelle donc la civilisation et la société sont à l'origine des inégalités, en faisant une série d'hypothèses dans un récit, hein, qui retrace l'histoire de l'humanité, de ses origines à la révolution néolithique, et en utilisant surtout un discours très didactique qui énonce des vérités sans jamais le prouver. Tout le texte est au passé simple, présentant les choses de façon presque comme étant forcément arrivé, alors même qu'il s'en défend dans d'autres discours en disant que ce n'est que une pure euh, spéculation, hein, et que évidemment on ne peut pas savoir si les choses en étaient ainsi. Mais en tout cas, il défend sa thèse qui va à l'encontre des idées de son temps, et ce passage est à l'origine du mythe du bon sauvage, qui n'est pas sans rappeler les chapitres des coches et des cannibales des essais de Montaigne. Et c'est également un texte qui va influencer plus tard Diderot dans son supplément au voyage de Bougainville. Voilà, 11 minutes. Donc vous voyez qu'on n'a pas forcément le temps de traîner sur les figures de style. Il faut réussir à faire le juste dosage pour que ce soit une explication de français, de littérature, mais que ça retrace quand même le sens du texte, on ne se perd pas dans les détails, on essaie de bien montrer le raisonnement du texte, d'enchaîner les idées et de ne pas faire une série de remarques juxtalinéaires, ensuite, et puis, voilà. Éviter aussi, je reprends un peu des choses que j'ai entendues, les du coup qui deviennent des tics de langage. Je sais que c'est pas facile quand on a des tics de langage de s'en débarrasser. C'est pour ça que ça peut être bien de s'enregistrer pour en prendre conscience. Voilà, j'espère que ce travail vous aura aidé. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions.